bienvenue à tous dans ce nouvel épisode Bienvenue de à Dans tous les cordes. Dans les cordes. De quoi on va parler aujourd'hui, Renaud? Eh ben, on va finalement faire l'après-combat, la réaction de la carte incroyable qui s'est déroulée en Arabie Saoudite. Ouais, le 22 février, ouais. Ouais, Ça. on est un peu tard, mais bon, il y avait les vacances et tout ça, donc voilà quoi. On s'est fait plaisir, on a regardé ça tranquillement en vacances. Grave. Et la carte, vraiment, elle était top. Hein. Ouais, c'était une sacrée carte. Hein. Ouais. Ils ont fait venir du beau monde. Ouais, malgré quelques changements de dernière minute, mais honnêtement, ouais, c'était pas sur des combats incroyables quoi, donc... Non, et puis au final, je pense qu'on a tous été captivés par le dernier combat qui nous a tous fait plaisir quand même. Alors, on en parlera. On en parlera. On en parlera, ouais. Mais du coup, on va commencer peut-être avec Zhilei et Agit Kabayel. Ouais, c'est vrai qu'on a... Moi, j'ai pas vu Buatsi, Smith. Apparemment, le combat, c'était un beau combat. Ouais. Ils se sont donnés comme des chiens. Et Smith a gagné. Et d'après ce que j'ai vu, vite fait, les gens en parlaient. Apparemment, Buatsi... Tu sais, Buatsi, c'était quand même un mec qui était quand même... Enfin, c'était vrai... C'est surtout en Angleterre où ces mecs-là sont connus. Ouais. Buatsi, pas de mouvement de tête, donc il s'en est pris vraiment plein. Et apparemment, des coups au corps. Donc je pense... J'ai pas vu, mais apparemment, c'était un combat. Vraiment, les mecs, pour un premier combat d'une carte... Ouais. Ça a mis l'ambiance. Ouais, les mecs se sont vraiment... au bout du troisième round, les mecs se demandaient déjà comment ils tenaient debout. Et apparemment, c'est allé à distance. Donc, j'ai pas vu le combat, mais apparemment, top, quoi. Ok. Bah écoute, ça donne envie d'aller le voir. Ouais, On va ouais, faire un petit tour. Et donc du coup, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de Kabayel contre Zhilei? Bah... moi, j'ai un petit coup de cœur pour Zhang. Donc, du coup, ça m'a fait un peu du mal de le voir... C'est la fin, quoi. Je veux dire, Zhang, depuis quand même quelques combats, on sent qu'il est vieux. Son cardio, après le 5e round, il est complètement out. Ouais. Ça fait de la peine à voir parce qu'on sent qu'il lutte physiquement. Mais il avait toujours réussi à choper le coup, à choper le mec. Il avait toujours réussi quand même un peu à créer la surprise. Malgré ses défaites. Hein. Même ses défaites, honnêtement, étaient quand même sa défaite contre Parker. Il avait mis 2 fois Parker par terre. Et je trouve qu'il s'est quand même bien battu. Je pense il met un down. Ouais. C'est vrai que, tu vois, malgré son âge, c'est un mec qui restera toujours... tu sais jamais comment ça va se passer, quoi. C'est ça. Parce qu'en un coup, il peut coucher l'IA et au final, bon, bah voilà, après tu sens que physiquement, comme tu le dis... Kabayel, là, honnêtement, la stratégie d'aller au corps... Franchement, magnifique. Après, Kabayel est allé quand même par terre. Ouais. Donc quand c'est arrivé, ça, je me suis dit, oh putain, quand même, il a encore la force de mettre des mecs par terre. Ouais. Et je me suis dit, bah, il va le finir. Et en fait, Kabayel, je crois qu'il va par terre le round 5. Ouais, c'est ça. Et c'est le 6. Et c'est 2 fois, ouais. Zhang, il prend un premier down et après c'est terminé. Et ça fait du mal parce que Zhang, vraiment, je pense que mentalement, c'est un tueur. Enfin, genre, c'est pas le genre de mec qui met le genou à terre pour rien, quoi. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était peut-être la première fois que c'est lui arrivé. Alors ça c'est une bonne question. Ouais, je crois que je l'avais jamais vu par terre avant. Après il prend 2 frappes au foie aussi, un peu coup sur coup, et avec la fatigue. Parce que moi j'ai vu, il est entré en combat très fort. Le premier round vraiment, et d'ailleurs tu vois sur les cartes du scoring, il prenait le premier. Ouais. Il est parti vraiment fort, beaucoup de volume, agressif. Et en fait c'est vrai que Kabayel il a pas paniqué, tu vois. Il est resté dans son jeu, bien bonne frappe au corps, garde, je bouge. Et puis après, moi j'ai trouvé qu'il avait des bons combos aussi. Hein. Ouais. Kabayel, honnêtement, il m'a étonné. Je pense qu'en poids lourd, ça peut être un client. Hein. Ouais. Il semblait vraiment relâché même sur ses frappes. Il avait des bons combos de 4-5 coups. Ouais. Un bel uppercut du bras arrière avec un bon retour bras avant au crochet. Ouais, ça enchaînait bien, ouais. Purée. Et puis je pense que ce qui est bien, c'est que pour son poids, ses coups, ils sont efficaces. Tu vois, ils lui prennent pas trop d'énergie. Parce que c'est vrai que Zhilei, tu te rendais compte que, tu vois, même là, quand il met le down... Ouais. Il frappe fort, quoi. Tu sens qu'il y a de la patate qui part. Sauf que quand t'es en poids lourd, souvent, bah, c'est des frappes aussi qui te fatiguent, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que Zhang, il enchaîne bien quand même. Enfin, son knockdown qu'il met, quand tu le vois juste comme ça, tu fais tes limites surpris de voir Kabayel qui tombe. Et en fait, quand tu vois le ralenti, tu dis non, il y avait de la patate, quoi. Ouais. Mais ça part tellement avec une fluidité que. Bien sûr. Et puis une précision aussi. Parce que c'est vrai que comment il touche le haut de la tête, là, boum, il la ramène vers le bas. Par contre, pour Kabayel, est-ce que son style, enfin, est-ce que là, le fait d'enchaîner, il était tout le temps à peu près collé à Zhang, il enchaînait, est-ce que c'est viable contre un autre poids lourd, genre contre un mec comme Dubois? Parce que là, il faut avouer, Zhang, après le 4e round, il avait quasiment plus de garde. Ouais. Il était vraiment... Ça faisait de la peine, et même comme ça, je trouve qu'il se faisait pas toucher tant que ça. Je me suis dit, ouais, mais mets ta garde, mec, et tout ça. Et c'est vrai que les poids lourds, pour ça, ils ont un style différent des autres, quoi. Ouais, parce qu'ils sont tellement gros qu'ils peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas. Et c'est vrai que voir Zhang même pas
trop fatigué pour mettre ses mains au niveau de sa tête pour se protéger, ça faisait un peu mal au cœur. Ouais, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que quand tu vois la taille corporelle des mecs, tu te dis, ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça doit quand même être lourd, quoi, tu vois. Ouais. À porter, quoi. Et Zank, c'est vraiment, physiquement, il est énorme. Hein. Il paraissait 2 fois plus gros que Kabayel. Ouais. C'était impressionnant. C'est pour ça que Kabayel, je pense, il s'est dit, ça sert à rien que j'essaie d'aller toucher la tête. Il y a le corps qui est juste en face de moi. Et ça a marché, quoi. Ouais, et puis en plus, pour le coup, là où je trouve qu'il a été couillu, passez-moi l'expression, mais c'est que il a bien tenu sa garde parce qu'il savait que tu vois, les coups en ligne droite de Zhang, ils allaient impacter. Il a bien tenu sa garde, du coup, il a pas pris trop de coups non plus pour rien. Pourtant, Zhang, il mettait beaucoup de volume. Et puis après, tu vois, il a réussi à utiliser le bon moment pour aller frapper au corps. Tu vois, à chaque fois, petit à petit, boum, quelques frappes au corps, des bons combos. Je remonte aussi à la tête avec mon bras arrière, je reviens encore avec mon bras avant, et puis tout ça en cycle. Franchement, je trouvais qu'il était. Ouais, non, c'est vrai. Après, tu poses une bonne question. Parce que c'est vrai que je sais pas ce que ça pourrait donner contre d'autres poids lourds. C'est vrai qu'un mec comme Dubois, là je parle Dubois parce que quand même en poids lourd, il y a Usyk, il y a Dubois qui sont vraiment chauds, Fury, on sait pas trop ce qui va se passer, enfin il y en a d'autres quoi. Mais Dubois contre Joshua, Dubois il a été impressionnant, enfin en termes voilà quoi, en termes de volume, en termes d'explosivité, de puissance. Après, Kabayel, là je trouve que sa stratégie était top parce que justement gros volume au niveau du corps. Ce qui faisait que, en fait, Zhang osait pas trop forcément mettre des coups parce qu'il se découvrait. Et c'est vrai que l'enchaînement, il enchaînait. C'était la bonne stratégie contre Zhang. Parce que de toute façon, contre Zhang, tu veux pas rester à distance parce que, voilà, quoi, il a une allonge de fou. Ah, c'est clair. Donc Kabayel, là, c'était, je pense que c'était peut-être le style qu'il fallait pour battre Zhang. Ouais. C'est vrai que ce qui est dur, tu vois, pour moi, je trouve que c'est des boxeurs qui sont durs, des mecs comme Zhang, parce qu'ils ont de la longe, mais en même temps, ils ont une frappe très sèche et solide. Donc même quand tu viens en corps à corps, si t'as pas réussi à mettre ton esquive en amont, tu risques vraiment de te prendre des grandes patates. Tu vois. Moi, je pense que ce même combat, 3 ans en arrière, je pense que Kabayel, il se fait mettre par terre. Knockout sur un gros direct du gauche parce qu'il ne serait pas réussi à rentrer aussi facilement. Ouais, mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que les poids lourds, tu vois, tu le disais juste avant, c'est quand même quelque chose de particulier comme poids dans la boxe. Et en fait, t'es jamais à l'abri, tu vois, d'un coup. Comme là, tu vois, Zhang, en fait, au moment où il le met knockdown, tu sens que c'est le coup sur le moment, tu vois, instant T, boum, tu vois, ça se couche. Et un peu comme sur Asafé, tu vois, face à Munguia en poids plus léger. Et c'est vrai que t'as l'impression que des fois ça peut tellement jouer à. Tu vois, même là, bon, il finit KO, mais finalement, ça se joue sur 2 frappes au corps, tu vois. Alors oui, il était déjà un peu abîmé, mais tu vois, bon, c'est cette action-là. Mais aussi bien s'il n'y a pas ça, ça peut durer encore, tu vois, 1 ou 2 ou 3 rounds, tu vois. Ouais. C'est assez particulier comme catégorie. Là, moi, je pense que Zhang, il se fait mettre KO, je pense qu'il en pouvait plus. Ouais, je pense que le mec, il a vraiment travaillé au corps. Donc je sais pas si c'est vraiment... C'est un coup en particulier, bien sûr, qui lui a mis... mais je pense que c'était l'accumulation. Ouais. Zhang était en mode j'en peux plus. Ouais, mais regarde, tu sais, toi tu l'as déjà vécu. Genre, le même coup que tu prends, tu sais, avec les abdos serrés, tu sais, boum, tu prends le deuxième, le même, mais juste t'es un peu moins contracté. Et en fait, si tu veux, au final, ce même coup-là, de base, si t'as contracté tes abdos, ça te fait rien. Et là, vu que t'es pris dans le truc où t'as pas serré, tu prends le coup. Et même des fois, juste une petite touche, sans que ce soit puissant. Donc c'est vrai que c'est un peu des fois la roulette russe, quoi, tu vois. C'est vrai que... Mais qu'est-ce que tu penses s'il y avait un petit Kabayel Joseph Parker? C'est un truc qui pourrait te plaire ou pas? Bah, Parker, je sais pas, parce que... Là, il a vraiment l'air de... Enfin, Parker, il est là depuis longtemps. Il s'est fait battre contre Joshua. Il y a un moment, il était quand même... C'était pas forcément le poids lourd le plus en vue. Et là, c'est vrai qu'il a l'air de revenir super fort. Ouais. Moi, honnêtement, j'aimerais bien voir Parker contre Usyk. C'est vraiment le combat que j'aimerais voir. Ouais, parce que Usyk, là, il a déjà battu Dubois, il a déjà battu un peu tout le monde. Le seul poids lourd qu'il n'a pas vraiment affronté, pour l'instant, c'est Parker. Ouais, ce serait intéressant. Et franchement, Parker, quand même, très technique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, mais il est très très bon. Et tu vois, c'est rare, je trouve, que dans les boxeurs poids lourds, tu puisses pas t'identifier, parce que c'est vrai que c'est tellement des... Mais tu sais, t'as ce petit truc qui dit, ah, lui, tu vois, lui, il me plaît, tu vois. Et il est quand même assez versatile, hein. Genre, quand il faut balancer des gros overhand, il le fait. Ouais. Mais quand il faut être à l'intérieur pour être un peu plus technique, il le fait aussi. J'aimerais bien voir... en plus, il est grand, je pense qu'il est quand même plus grand et plus costaud que Usyk, mais pas au point de Joshua ou de Fury. Donc ça serait un combat, je pense que ça serait un combat intéressant. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que Dubois contre Usyk,
pour moi, Usyk, c'est tellement un mec intelligent, c'est un ordinateur, quoi. Le fait qu'il est déjà allé sur le ring avec Dubois, qu'il a déjà mis KO, il sait exactement, en fait. Dubois va pas réussir à le surprendre, quoi. Ouais, et puis tu sais, c'est un peu ce qu'on dit, Usyk, c'est pas un poids lourd de nature. Tu vois. Ça. Donc si tu veux, pour moi, il y a aussi ce côté où les poids lourds, c'est quand même très spécifique. Tu te rends compte que quand ils s'affrontent entre eux, ça crée quand même un truc, tu vois, qui est particulier. Mais là, un gars comme Usyk, qui de base est pas un poids lourd, tu sens que son corps même, il a une réactivité que des poids lourds n'ont pas forcément, tu vois, même une façon de bouger, etc. Ouais. Et en fait, ça lui donne tellement de cartes en main, je trouve, tu vois, pour pouvoir... Alors, ça lui donne la carte en main, mais c'est vrai que pour jouer ses cartes, Usyk, je pense qu'il doit vraiment être dans une condition physique de malade, quoi. Mais en même temps, quand tu vois contre Fury, le mec, il relâche pas. Ah non, c'est ça, je pense, parce qu'il peut pas. Parce que quand t'as un mec aussi grand en face... Tu sais, c'est comme Joshua, tu sais... Le deuxième combat, il était quand même serré. Hein. Le premier combat était quand même clairement... c'était clairement Usyk qui finit le plus fort. Mais le deuxième combat... Les gens, après, maintenant, ils en parlent, genre en mode « Ouais, Usyk a battu Joshua 2 fois easy, quoi. » Tu regardes le deuxième combat, Usyk, à la fin, tu sens que c'était quand même pas non plus une balade dans les bois, quoi. Non. Donc, contre Parker, honnêtement, je serais intéressé. Ouais. Et honnêtement, Usyk, il a plus vraiment de combat. Enfin, honnêtement, pour moi, s'il bat Parker, il l'aura battu quasiment tous les poids lourds. Bah, de toute façon, là, mais non. Bah, alors, je crois que j'ai entendu qu'il voulait faire potentiellement un combat contre Alex Pereira. Tu sais, c'est un combattant de MMA. C'est pas le mec un peu. Non, mais je le vois sur Instagram. En mode, le mec, ça a l'air d'être invincible, quoi. Ouais. Genre, j'ai vu des vidéos où à peine il te touche avec son tibia, les mecs se roulent de douleur. Ouais, et puis il a un très bon striking. Il y a une vidéo, moi, qui m'a marqué où il faisait un sparring avec un. Je sais plus si c'était un champion. Je sais plus si c'était un champion du monde ou quoi, mais qui était asiatique, tu sais. Franchement, ce qu'il lui met pour un combattant de MMA, c'est du sale. Ouais, franchement, même en anglaise, il a une sale anglaise. Mais tu sais, il est grande allonge, pas gros, mais du coup, quand même imposant, tu vois. Et c'est vrai que très réactif, et tu sais, il a des bras un peu en mode tentacule. Mais je l'ai vu, apparemment, il a un crochet du gauche incroyable. Ouais, c'est sûr. Mais honnêtement, c'est ça, quoi. MMA contre boxing. Je pense que tu le mets avec Usyk, bon, le mec se fait... C'est pour prendre un BTB. Voilà, non, c'est ça, c'est pour le spectacle. Mais franchement, ce serait intéressant, tu vois, finalement. Parce qu'après, des fois, t'as des profils en MMA, tu vois, plus ou moins striker. Là, pour le coup, tu sais, un peu comme quand ils avaient fait McGregor contre Mayweather. Ouais, mais justement, c'est... Après, moi, je suis pas contre. Si Usyk dit, je mets un terme à ma carrière, et maintenant, je me fais plaisir, ok. Mais, tu vois, il y avait le sparring Lomachenko contre Dillashaw. Il y a quelques années, Dillashaw qui était à l'époque était quand même super fort. Enfin, c'était un peu le top. Bon, après, il s'est fait prendre en EPO et tout ça, quoi, parce que bon, il était chargé comme une mule. Ok. Tu vois leur sparring, Lomachenko, il est à 25%. Oui. Et il s'amuse. Et c'est vrai que c'est le Dillashaw, il en peut plus, quoi. Ouais, mais sauf que quand c'est du poids lourd, c'est ça qui dit grand. C'est ça. Voilà. Ça peut être du kit ou double, parce que sur un crochet, des fois. Enfin bref. Mais du coup, je pense que. Ouais. Ah non, mais si le combat il arrive, je vais le regarder. Hein. Il y aura pas mal de trucs intéressants, je pense, par la suite. Et franchement, moi, Kabayel, c'est un gars que je vais suivre aussi, tu vois. J'ai bien aimé là ce qui s'est passé. Kabayel, je crois qu'il est invaincu. Hein. Il est invaincu, donc c'est vrai que ça peut être un prétendant au titre, parce que là, vu que Usyk a toutes les ceintures, qu'il est pas loin de la retraite, toutes les cartes vont être. Il est en 26-0, ouais, voilà, donc je pense que ça serait pas une surprise s'il devient champion du monde et qu'il arrive à prendre une ou deux ceintures. Ouais. Et après, en poids lourd, c'est vrai que il y a Bacolé, on va en parler après, il s'est fait mettre KO. Bon, après, t'arrives à 2 jours aussi de l'échéance, c'est sûr. C'était une connerie. Ouais. Il a pris le combat pour les sous. C'est pour ça. Et bon, comme il le disait, parce que j'écoutais sur RMC aussi, il disait, voilà, c'est un chèque quand t'es boxeur, tu le prends. Mais c'est vrai que tu le prends, mais le risque est quand même élevé, quoi. Et d'ailleurs, il l'a payé, quoi. Ouais, donc c'est sûr. Mais après, c'est vrai qu'en poids lourd, il n'y a pas... Jared Anderson des USA, honnêtement... Ils vont essayer un peu qui avait été détruit littéralement par Bacolé. C'est Bacolé, je crois, c'est ça. Hein, ouais. Et donc, du coup, ils essayent de reconstruire sa carrière, mais le mec, il est pas bon, donc il va... Donc, en poids lourd, ça va être vraiment ouvert, là. Ça va être sympa. Et du coup, j'ai trouvé que ça avait quand même... Alors, bon, pas ouvert la carte, parce qu'il y avait un combat avant, mais c'est vrai que, tu sais, pour des poids lourds qui se battent en début, comme ça, en deuxième... Franchement, c'était cool. Ouais. Du coup, ce qui va sûrement maintenant nous faire passer au niveau supérieur... Allez. Vergil Ortiz contre Israel Madrimov. Alors là, il y a beaucoup à dire sur ce combat. Hein. Ouais. Beaucoup à dire. Déjà, juste une question. T'as kiffé ? Ah non, moi j'ai kiffé grave. J'ai kiffé, par contre, le combat, je comprends pourquoi certains ont pu être déçus. Parce que, bon, franchement, le combat Ortiz contre Boachuk, c'est sûrement un des combats de l'année dernière. C'est exceptionnel. En termes de volume, en termes de punch.
Et là, on avait deux styles. Enfin, Madrimov avait un style différent. Ouais. Et pour directement aller dans ce que j'ai pensé du combat, j'ai vraiment aimé Ortiz. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment. Pour moi, il a répondu aux questions. Ortiz, c'est un mec qui mettait tout le monde KO en pas beaucoup, en pas longtemps. Contre Bohachuk, en montant de catégorie. Et donc, du coup, la catégorie, maintenant, il est à 69 kilos. Alors qu'avant, il était à 66. Donc, maintenant, il est en poids super welter. Mmh. Contre Bohachuk, il a pas réussi à le mettre KO, donc les gens, et en plus, bon, il s'est fait mettre 2 fois par terre contre Bohachuk, c'était vraiment des flash knockdown. Pour moi, ça comptait pas trop. Ouais, puis bon, Bohachuk, moi, les gens, ce qu'ils disent, moi je trouve que c'est une machine. C'est une machine. C'est très très bon, quoi. Il a pas de promotion, rien, parce que bon, c'est un mec de l'Est, et voilà. Mais quand on regarde les knockdowns de Ortiz contre Bohachuk, premier round, le mec était pas concentré, il marche comme un con, il se fait prendre, et puis bon, ça arrive quoi, mais il n'est pas blessé quoi. Et le deuxième knockdown, déséquilibre sur un crochet, ça compte, hein, je veux pas dire qu'il n'y a pas eu de knockdown, mais on peut pas dire que le mec était blessé. Donc par contre, c'est vrai qu'on a pu voir que on sentait qu'Ortiz était impatient, émotionnellement. On sentait qu'il voulait trop mettre KO. On sentait que c'était la première fois qu'il avait un mec qui n'arrivait pas à... Contender. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc du coup, la question c'était, est-ce qu'il va réussir à s'adapter dans cette catégorie contre des mecs qu'il ne va pas forcément mettre KO. Ouais. Et contre Madrimov, alors déjà, ils avaient quand même beaucoup sparé avant. Je trouve que ça s'est vu directement. Pour parler de Ortiz, j'ai trouvé qu'il était très bon, très patient. Il avait son plan. Son plan, c'était... Il savait que Madrimov allait bouger comme une danseuse. On pourra en parler, ça, parce que je trouve que c'était un peu trop abusé. Donc du coup, c'était... Je vais au corps les 5-6 premiers rounds pour le calmer. Et après, quand il ne pourra pas bouger, je lui fais son affaire. Je trouve qu'il était concentré. Il a vraiment fait le taf. Ouais, et puis même sur la réactivité du bonhomme, quoi. Je veux dire, moi, je regardais encore ce matin les highlights. Quand tu vois les frappes qui partent, les esquives qui s'en suivent, et tu sais, sur les esquives rotatives, les esquives que moi j'appelle en U, celle où tu descends, tu viens faire ton arrondi, les mecs qui remontent son uppercut, son crochet, et ça s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Il y va. Il a une force de frappe, les appuis bien fixes, et le buste vraiment qui tourne, tu vois. Peut-être tu sens que. Il a un bon jeu de jambes aussi. Ouais, exactement. Il est très discret, mais pour moi, honnêtement, comme on disait, beaucoup de gens disent que Madrimov c'est un peu le nouveau Golovkin. Moi, je suis pas d'accord. S'il y a un mec qui prend un peu de Golovkin, pour moi, c'est Ortiz. Parce qu'il est assez calme, il avance sur toi. Contre Madrimov, son jab, il a eu du mal à le mettre en place. Mais le problème, c'est que Madrimov, il bouge tellement que ça aurait été stupide de vouloir le jabber à chaque fois. Ouais, et puis il a les bras vachement ballants. Donc c'est vrai que souvent, il peut avoir déjà un petit peu d'avance sur son coup. Donc des fois, c'est un peu plus dur. C'est pour ça qu'il allait pas mal au corps aussi. Du coup, toi, t'en as pensé quoi, toi ? Moi, Madrimov, j'avais regardé le combat face à comment il s'appelle le dernier combat. Crawford, merci. J'avais regardé le dernier combat face à Crawford, j'ai trouvé que sa technique a été très particulière. Mais bon, j'ai dit ok, il a fait les 12 rounds, ok, tu vois. Là pour le coup, j'ai vraiment senti, si tu veux, pour moi, c'est un peu du bivol wish, tu vois. C'est pas forcément super sympa, mais c'est pas de la critique pour critiquer, mais quoi. C'est ça, si tu veux, tu essayes de mettre en place un style de jeu où tu bouges tes jambes et tu essayes d'aller en contre en ayant les bras qui sont vachement ballants, qui sont vachement élastiques. Le problème de ça, c'est que si c'est pas fait parfaitement, et tu vois, c'est ce qu'on a vu après avec Bivol, si c'est pas fait parfaitement, tu peux pas gagner ton combat en fait. Parce que là, tu tombes sur un mec comme Ortiz qui en plus lui, même que tu vas essayer de le frapper de loin, tu vas lui mettre beaucoup de volume, s'il n'y a pas la puissance nécessaire, c'est lui qui arrive au corps et qui te détruit, quoi. Et franchement, moi, Ortiz, il m'a impressionné. Parce que tu vois, Madrimov, on sait que c'est pas du tout un mauvais boxeur. Bon, après, j'avais entendu, comme notamment sur RMC, comme on a parlé en off, qui disait que c'était meilleur que Canelo. Bon, moi, c'est quelque chose dont je suis pas du tout d'accord. C'est n'importe quoi. Et tu vois, je pense que là, ça a bien mis en valeur le fait que Madrimov, s'il y a un mec qui lui court dessus, comme là faisait Ortiz, mais qui lui court dessus intelligemment, parce que avec les mouvements de buste, les mouvements de tête, les enchaînements, en fait, ça annule sa boxe. Tu vois ? Ouais, moi, je dois avouer, le style de Madrimov... Alors, en plus, c'est un style un peu à la russe, mais c'est différent du style de Bivol, qui est très ils appellent ça le pendulum step, quoi, in-out. Et Madrimov, c'est vraiment... Mais tu sais, on voit les Kazakhs, là, en ce moment, c'est la mode, on voit beaucoup de trucs où ils font des pas de danse et tout ça, ils sont à fond dans les pas de danse. C'est sympa, les mecs, c'est bon, ils ont un bon jeu de jambes, je suis sûr que quand ils dansent, c'est beau. Mais là, moi, dès le premier round,
Madrimov, il a même pas cherché à rencontrer Ortiz au centre du round pour commencer un échange de jab. Directement, il a commencé son jeu un peu latéral, enfin mouvement latéral. Alors moi, ça me fait dire que, on avait parlé lors du podcast avant la carte, qu'ils avaient déjà beaucoup sparé et que Ortiz avait dit qu'il avait pensé avoir eu le dessus en fait. Ouais. Moi, dès le premier round, je me suis dit c'était vrai parce qu'en gros, je veux dire, Madrimov, il savait que Ortiz pouvait le blesser, quoi. Parce que sinon, il n'aurait pas directement commencé son mouvement, quoi. Et c'était limite un peu ridicule. D'ailleurs, les commentateurs, j'ai trouvé qu'ils étaient super biaisés pour Madrimov. Ils étaient là, oh, regardez, Madrimov, incroyable, les mouvements de Madrimov, incroyable. Oh, Ortiz, il panique au bout de 2-3 rounds. Oh, Ortiz, il panique. Ouais, tu sais qu'il y a des mecs qui sont le mec qui panique, c'est plus celui qui essaye d'éviter le combat, quoi. Et c'est vrai que... Alors, je trouve que ce combat-là, il a montré peut-être que Crawford aussi, parce que Crawford contre Madrimov, il n'a pas été exceptionnel. Je suis d'accord. Et moi, je pense que, enfin, je fais une petite aparté là, je pense que Crawford contre Canelo, mais ça va vraiment être une boucherie. Parce que moi, Crawford, là, je vois ses derniers combats, je me dis, mais contre Madrimov, il a pris beaucoup de gauche dans la gueule. Ça l'a calmé, genre du coup la puissance de Madrimov pour lui c'était déjà un truc qui l'a fait un peu réfléchir. Il n'a pas réussi à mettre KO Madrimov et je pense que beaucoup pensent que Madrimov a gagné le combat. Là il va encore monter de 2 catégories, mais ça va être une boucherie. Ça va être un payday, hein, genre le mec il va se faire des millions. Mais les gens qui pensent que le combat va être compétitif, je dis mais sur quelle base vous pensez ça? Parce que moi je suis d'accord qu'on peut être fan de Crawford, mais sur quelle base vous mettez pour penser que ça va être compétitif en sachant que Crawford a eu du mal contre Madrimov et là il va encore... Enfin je sais pas, je comprends pas. Ouais, puis moi techniquement je trouve que Madrimov il a son style, mais tu vois là je te parlais de l'exemple de Bivol, tu sais dans le style, Bivol quand il est contre Beterbiev son bras droit il est collé à sa tête. Hein. Ouais. Il est pas en train de... Tu vois. Et puis c'est bizarre ce style très ouvert. Ouais. Moi j'ai eu beaucoup de mal et d'ailleurs tu vois au final c'est ce que ça a montré. Et puis moi j'aime bien le petit côté Ortiz, tu sais ça fait un peu comment dire le vilain petit canard, tu sais, il fait un peu vilain petit canard je trouve dans son style, tu sais. Les gens n'ont pas forcément envie de bien l'aimer, tu vois, alors qu'il est vraiment fort. Pour moi Ortiz, le seul truc qui va peut-être pas faire que ça va devenir une star, c'est que je pense qu'il manque de charisme un petit peu. C'est pas le genre de mec où tu le vois directement. Quand t'es un boxeur, quand tu sais ce que c'est la boxe, tu peux que aimer les mecs comme Ortiz. Ah ouais, parce qu'ils font tout comme il faut. Ouais. Et en plus, ils sont pas chiants, quoi. Ils y vont pour. Mais le mec, fort le premier round, déjà, il y va, quoi. C'est ça. Il cherche. Et moi, c'est vrai que, tu vois, là, les styles Madrimov, où ça met 2, 3, 4 rounds des fois à rentrer dans le combat, à voir les échanges un peu, tu vois. C'est pour ça qu'on savait qu'on allait se régaler avec un Beterbiev Bivol, parce qu'aujourd'hui, tu regardes des combats, même on parlera de Shakur Stevenson. Moi, des fois, je m'ennuie. Enfin, je veux dire, la boxe, normalement, c'est aussi des échanges, c'est la capacité à pouvoir. C'est clair. Si c'est juste de bouger dans le ring, et surtout si tu perds en plus, donc du coup, en fait, la personne qui regarde, le téléspectateur, il est déçu, quoi. Après, je pense qu'il y a des modes dans la boxe. Moi, je me rappelle, avant, il n'y a pas si longtemps, bouger dans le ring pour bouger, c'était pas récompensé au niveau des juges. Je vais, et puis, il y a quand même. Je prends un exemple. Lomachenko contre Teofimo Lopez. Lomachenko a perdu, et pour beaucoup, il a perdu parce qu'il a passé les 6 premiers rounds à bouger. On ne sait pas pourquoi, c'est vrai que les 6 premiers rounds, c'était pas le Lomachenko qu'on avait l'habitude de voir, agressif, sur le pied avant et tout ça. Les 6 premiers rounds contre Lopez, je pense qu'il s'est rendu compte dans le combat que Lopez était beaucoup plus gros que lui, très rapide, donc il devait se dire « Oh putain, il faut vraiment que je fasse gaffe ». Apparemment, il avait aussi... On pourra faire un épisode sur ce combat, mais apparemment, il avait aussi son épaule qui allait pas bien et tout ça. Mais les 6 premiers rounds, du coup, il s'est beaucoup déplacé. Donc, il a joué la défense. Teofimo Lopez n'a pas réussi à le toucher. Et lui, il mettait des contres quand il pouvait, et ses contres, il passait. Tout le monde lui a pas donné les 6 rounds. Enfin, je veux dire, Teofimo Lopez a gagné les 6 rounds parce qu'il disait « Oh, Lomachenko, il a cherché à trop bouger, tout ça. » Et après, bizarrement, avec des mecs comme Devin Haney, les mecs ils se mettent à beaucoup bouger, et en fait, plus ils rendent le round chiant, plus les gens commencent à dire « Oh, wow, c'est un masterclass, hop !» Et quand il se passe rien sur le round, directement, un mec comme Devin Haney va gagner le round. Ouais. Alors qu'en fait, tu dis « Mais
il a rien fait. Il a juste utilisé ses jambes. Alors oui, c'est peut-être balèze parce que c'est du mouvement. Après, t'as un mec comme Jermaine Ortiz. Donc je sais pas si tu vois. Non, il a affronté Teofimo Lopez. Ouais. Et c'était pareil, c'était sa technique. Sur 12 rounds, il a fui. Il a fui et il a essayé de contrer. Mais c'était trop, quoi. En gros, ça voyait vraiment qu'il évitait le combat. Et après, il y a eu des discussions, genre, il y en a qui pensaient que c'était une masterclass de Ortiz parce que justement, il avait annihilé le style de Teofimo Lopez, blablabla. Donc, en gros, il y a toujours là, je trouve qu'on ne sait pas trop ce que les gens veulent. Des fois, il y a des juges qui vont donner des points à des gens qui vont, justement, entre guillemets, éviter de boxer et vraiment tout miser sur leur jeu de jambes et leur déplacement. Moi, je dois avouer, et d'ailleurs, on pourra en reparler contre Bivol et Beterbiev, je vais toujours plus favoriser le mec qui cherche le combat, quoi. Ouais. Moi, c'est important. En anglais, ils appellent ça le generalship. Enfin, en gros, c'est celui qui commande l'action sur le ring. Okay. Pour moi, le mec qui essaye d'avancer sur l'autre, il a toujours. C'est lui qui est en faveur, quoi. Parce que l'autre, s'il fuit et il bouge, ok, d'accord, c'est sympa de bouger tout ça et tout. Mais si tu fais que ça montre un truc, ça montre que t'as pas de solution, ou ça montre que. Puis voilà. Pour moi, il y a un moyen de pouvoir boxer comme ça et de gagner, c'est comme a fait Bivol, c'est quand c'est toi qui mets toujours le dernier coup. Tu vois. Et qu'en fait, sur l'échange, en fait, donc, il y a celui qui va pousser, celui qui chasse, celui qui va être chassé. Et sur ce mouvement un peu élastique, ouais. En fait, à la fin, quand l'attaquant a fini son attaque, de voir que justement le défenseur recontre-attaque. Et ça, tu vois, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu dans Beterbiev Bivol et que j'ai pas retrouvé dans Ortiz Madrimov. Non. Parce que Madrimov, il arrivait pas à remiser derrière. Et Madrimov, il mettait un peu des coups. Tu sais, genre, en fait, je pense qu'il se déplace, il a ses deux mains très ouvertes. En gros, je pense que c'est pour que tu saches pas ce qu'il va faire, en fait. Ouais. Et quand il faisait un truc, c'était toujours un peu trop téléphoné, tu sais. Ouais. Des gros overhand. Ouais. Il faisait un peu, tu sais, le crochet par le haut de Golovkin. Ouais. Mais il le faisait pas bien. Donc, du coup, ça marchait pas. Golovkin, il fait ça. Au bon moment, au bon timing, et d'ailleurs il a pas fait ça tout ça, il a fait ça une fois ou deux et ça a marché bien. Et là je trouve que c'est pas le même morphotype, je trouve. C'est ça. Et Madrimov il le faisait un peu trop, genre le crochet qui venait du haut, ça marchait pas. Enfin, genre, oui, mais parce qu'en même temps, regarde, quand tu commences à déployer un peu les bras, c'est super dur après d'aller remettre de la vitesse, tu vois. Parce que soit tu reviens, mais du coup tu perds un temps et tu repars, soit tu pars direct, mais du coup, je trouve que l'inertie de mouvement te fait perdre par rapport à une frappe qui sera sèche et tu vois qui va venir déjà de ta tête. Carrément. Moi je pense que Madrimov, son style, et c'est pour ça qu'il a plein de KO, ça marche très bien contre des boxeurs qui vont faire beaucoup d'erreurs de placement. Et lui, avec son mouvement, il va réussir à un moment à acheter un truc qui va... Mais contre un mec comme Ortiz, ça marche pas. Ortiz, les erreurs, il en fait pas beaucoup. Non. Et puis il te travaille. C'est ça. Parce que je pense que tu vois, si Ortiz avait été peut-être un peu moins dans la recherche, tu vois, un peu moins à faire le côté chasseur, je pense que ça aurait peut-être pu être un peu plus équilibré. Mais là, franchement, pour moi, c'était une masterclass de Virgil Ortiz. Ouais, pour moi, en termes de boxe. Par contre, je tiens quand même à dire, Madrimov, il s'est pris des coups dans le corps à la fin. Ouais. Tu te demandes... il est solide. Ouais, il est solide. Parce que franchement. Déjà Ortiz au 3e, 4e round il lui a mis des super coups et il a pas arrêté de tout le combat. Moi le seul truc que j'aurais aimé voir c'est plus de jab, mais encore une fois contre un mec contre Madrimov je pense que le jab c'est même pas la solution parce que sa tête bouge tout le temps. Je pense qu'Ortiz il a fait ce qu'il fallait, le travail au corps était magnifique, il a réussi des fois à le bloquer sur des échanges. Mais même moi ce qui m'impressionne, et ça franchement c'est vraiment la pointe du haut niveau, tu sais, c'est les échanges où et c'est là où tu vois que Virgil Ortiz, il mettait son rythme à lui. Il enchaîne la frappe. Il démarre la frappe, la séquence, il met son enchaînement. Il ressort pile au moment où Madrimov essaie de faire un truc et il rentre derrière. Et ça, c'était mes masterclass. Ça, tu sais, c'est le genre de truc pour les mecs qui regardent juste la boxe pour le fun, ils se rendent pas compte. Ils y voient. C'est une difficulté. Quand tu es sur le ring, arriver à timer avec les jambes et tout ça, à ressortir, à rentrer. Et quand le mec, tu vois, il y fait si naturellement. Ouais, franchement, c'est... Et alors, qu'est-ce que tu penses de la suite pour juste. Ouais. Pour Ortiz. Ok, je pensais que tu passais au combat d'après. Non. En fait, moi, c'est là où je vais encore critiquer un Crawford. Parce que moi, je trouve que le combat que tout le monde veut, enfin, que moi je veux, donc je dis tout le monde, pour influencer l'univers. Non, c'est maintenant, il nous faut un Crawford contre Ortiz. C'est un combat dont les gens parlaient déjà dans la catégorie poids welter.
parce que Crawford était champion dans cette catégorie et Ortiz était quand même le mec qui mettait tout le monde KO. Peut-être les gens disaient oh Ortiz est pas prêt. Ok, peut-être qu'il était pas prêt. Maintenant ils ont monté les deux d'une catégorie. T'as Crawford qui a chopé sa ceinture contre Madrimov. T'as Ortiz qui pour moi a battu Madrimov d'une meilleure manière que Crawford. Ouais, je suis d'accord. Pour moi c'est le combat à faire. Et Crawford, là, ça sent bien qu'il veut juste de la thune. Voilà, Crawford, il attend la fin d'année, il aura son combat face à Canelo. Franchement, ça me fait chier, parce que moi, là, je crache sur Crawford, mais Crawford, je l'aime bien, je trouve que c'est un boxeur excellent. Moi aussi. Et si tu me dis qui c'est qui gagne contre Crawford et Ortiz, aujourd'hui, je suis pas sûr. Je pense que je te dirais Crawford, parce qu'il a plus d'expérience. Mais je veux voir le combat, parce que je pense que ça serait un combat de fou. Et moi, pour moi, Ortiz, là, de ce que j'ai vu, alors peut-être je vais m'emballer, puisque bon, mais pour moi, il peut toucher les étoiles, quoi. Il est trop fort. Ah ouais, mais c'est pour ça. Le problème, c'est ça. Les mecs comme Ortiz, pour que ça devienne des stars, il faut qu'il y ait des mecs comme Crawford qui acceptent de les rencontrer et de prendre leur chance. Parce que si Crawford, il bat un mec comme Ortiz, honnêtement, pour Crawford, ça fait une pub de fou, quoi. Ah, mais c'est clair. Et d'ailleurs, ça serait d'ailleurs son meilleur combat. Parce que contre Errol Spence, Errol Spence, il en pouvait plus, quoi. Il avait un œil qui foirait, il était alcoolique, il s'est fait un accident de voiture, enfin voilà quoi, il était fini quoi. D'ailleurs ça s'est vu sur le ring quoi, il était fini. Donc du coup pour moi, si Crawford prend Ortiz et le bat, eh ben ça ferait taire les gens comme moi et je dirais ok Crawford c'était vraiment un des meilleurs de la génération. Ouais c'est vrai que moi il manque aussi ça. Ouais c'est ça, il manque un bon combat quoi. Donc du coup pour Ortiz là le problème c'est que ben, je sais pas. De toute façon, tu vois, là, il est top 2 box rec dans la catégorie. Et le premier, c'est Terence. Le grand, la Fedora, c'est un grand qui a battu Team Zhu. Le mec, ouais. C'est qui les champions attends. en poids welter tout ça, là. Parce que pour moi, je crois qu'il parle de Fedora, je crois qu'il parle aussi de Errol Spence. Mais ça serait un cauchemar. À voir. Fundora, ouais, ok, ouais. Il est dixième du classement box-rec, quoi. Fundora qui est pas incroyable, mais je crois qu'il est champion, hein, il a une ceinture. Ah, attends. Ouais, il est WBC World Super Welter et WBO aussi. Ouais, donc du coup, ça serait un combat logique. Il y a aussi alors un nom de... Ah mince, c'est de Biélorusse, là. Bakram Murtazaliev. Voilà, alors c'est lui qui a littéralement défoncé Team Zhu en 4 rounds. Le pauvre Team Zhu, il a rien vu, il a décroché. Il a pas eu, il était pas incroyable, genre très très bon, mais pas incroyable. Contre Team Zhu, vraiment, il a explosé. Okay. Le mec, pareil, style un peu kazakh, mais pas plus Golovkin, pas comme Madrimov, quoi, plus comme Golovkin. C'est facile de dire ça. Voilà, un peu russe, quoi. Et très gros puncher. Le mec n'hésite pas à aller au contact, donc contre Ortiz, ça serait un combat. Ça serait intéressant. Et encore une fois, sur ce combat, je sais pas si je donne Ortiz gagnant, hein, parce que... Mais là, c'est vrai que Ortiz, il a mis un gros coup d'accélérateur, là, ça va être très intéressant de savoir contre qui sera le prochain combat. Le gros problème de Ortiz, c'est que j'ai entendu des rumeurs qui disaient qu'il avait déjà du mal à faire le poids dans cette catégorie. Ok, d'accord. Et ça peut être un gros c'est vrai qu'il était avantage. Sec. Il était très sec. Il est sec, et c'est vrai que en super léger, non, en welter... Il avait déjà du mal à faire le poids. Là, il est passé en super welter. Ça fait son 4e combat, c'était. Et apparemment, il a déjà du mal à faire le poids. Et ça, c'est le genre de truc, ça fait chier parce que ça peut tuer une carrière, quoi. Tu sais qui c'est qui est 14e dans ce classement? Un Français. Suras? Non. Bakary Samaké. Ok. Il y aurait des trucs intéressants après. Parce que... Alors ça, moi, je te t'avouer, en tant que Français, là, mais je le connais pas trop. Eh ben... Là, en gros, si tu veux, lui, c'est un produit purement français. Ok. Franchement, il est très fort. Enfin, en tout cas, de mon avis. Et là, il a fait un camp aux États-Unis. Il a boxé. Alors, je peux plus te dire le mec c'était qui, mais je crois que c'était le champion. En sparring, des champions. En sparring. Il a fait vomir le mec et tout. Ah ouais. Et c'était qui le mec, tu t'en souviens pas? Je ferai la recherche. On en reparlera dans notre épisode. Mais franchement, je pense que. Il y a vraiment des trucs sympas à faire et j'ai hâte de voir. Il est en 17-0, tu vois, pour l'instant. Putain, il est 14e. Je vais le regarder. Franchement, je pense que tu vas kiffer. Ok. Alors, il a un style très particulier, mais il a un corps qui est fait pour... la performance, c'est son corps. Et c'est qui son dernier combat? Alors, son dernier combat, je vais te dire ça tout de suite.
C'est vrai que j'ai entendu de nom, mais c'est vrai que j'ai jamais regardé un combat. Alors il s'appelait Wade Ryan. Alors pour l'instant, si tu veux, je pense qu'il a construit sa carrière, parce que c'est aussi son père, son entraîneur, il construit sa carrière. Je pense que là, tout doucement, parce qu'il a 21 ans. Ah ouais. Il a 21 ans, mais il a le corps d'un mec. Ok. Il est super jeune ouais, et, 21 ans, ouais, donc, et il va se régaler, je pense, dans le futur. Et en tout cas, donc du coup, peut-être pas griller des étapes, quoi. C'est ça. Et je pense que pour l'instant, tu vois, putain, je l'attendais pas 15ème, mais c'est joli. Hein. Ok. 21 ans. Ouais. Ah, je vais te dire. Oh non, mais je savais même pas. Et alors, petite question aussi, qu'est-ce que tu penses de Madrimov pour la suite hein Madrimov, il est dans une mauvaise position, là, quand même. Hein. C'est compliqué, hein. Parce que. 2 défaites d'affilée, déjà 2 défaites d'affilée. Contre Crawford. Je pense que ça lui a plus servi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il avait été volé. Et c'est vrai que Crawford, c'est tellement un gros nom que le mec, il va 12 rounds avec et est très compétitif. Donc je pense que ça lui a plus servi qu'autre chose. Le fait que je crois que Madrimov, il n'a pas eu de combat entre Crawford et Ortiz. Non. Ça, le problème, c'est qu'il aurait pu essayer d'avoir... tu sais, ça, c'est genre, voilà, moi, j'aime bien quand les mecs, ils prennent les gros combats. Mais il faut aussi pas prendre que des gros combats. Quand t'as un gros combat contre Crawford, t'as un peu le vent en poupe. Ouais. Prends des petits combats, mets des KO, comme ça met encore. Ça renforce son nom, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, quand t'as une carte comme ça qui te propose. Ah ouais. Tu sais ouais, mais attends, le combat contre Crawford, c'était quand? C'était en 2024. C'était. Attends. C'était. Tac. Terence Crawford, c'était le 3-8, donc c'était en août. 3 août. Ah ouais, donc du coup, 2024. Ouais, du coup, ouais. Enfin, tu vois, il y avait il y a plus longtemps. Il y avait un peu d'eau qui avait coulé sur les ponts, quand même, mine de rien, parce que c'est quand même, il y avait un peu de. Il aurait pu prendre un combat en octobre, quoi, en novembre. Ouais, mais tu vois, le souci, c'est que là, quand t'as une carte comme ça, tu sais que tout le monde entier va te regarder. Parce que là, s'il gagne, c'est plus pareil, tu vois. Madrimov, il devait combattre déjà sur une grosse carte, la carte de Usyk et Fury, en décembre. Ok. Et après, ça a été annulé. Il avait les boules. Ouais, je sais pas trop. Écoute. Boachuk. Ouais. Ça te hyperait ou pas? Ouais. Tu sais quoi, moi j'aimerais bien une revanche Ortiz contre Boachuk. J'avais tellement kiffé le premier combat que la revanche, ça serait top. Ouais, le seul problème c'est que ça le fera en arrière, quoi, Ortiz. Parce que tu vois, là, Boachuk il est 5ème. Ça ferait taire les mauvaises langues aussi. Parce que tu vois, là, il y a les deux. On parlait de Bakram Murtazaliev. Et il y a aussi un mec qui s'appelle Xander Zayas. Ouais. 21-0. Très flashy, très très bon, ouais. Je pense que ça pourrait être intéressant, tu vois. Non, mais il y a plein de bons combats à faire. Ouais. Boachuk, contre Madrimov, ça peut être sympa, honnêtement. Même si Boachuk, il est bon, mais il est moins versatile que Ortiz, je trouve. Ouais. Par contre, il a pas besoin de l'aide parce que c'est vrai que son dernier combat, il a mis le mec KO assez facilement. Ouais, je pense que Boachuk, je pense que tu vois, perdre contre Ortiz, c'est pas perdre contre, tu vois. Je pense qu'il va faire des trucs sympas. Ouais, et puis il a perdu, c'était un combat très serré. Même si moi je pense que Ortiz a gagné, je donne pas non plus Ortiz de 5 rounds. Non, c'était un combat super. Et en plus, le mec, il a prouvé qu'il peut prendre. Ah, mais oui, c'est ça. Voilà, quoi. Non, mais c'est un bon contender. Donc, je trouve que la catégorie est super ouverte. Et Crawford chie un peu dans la colle en voulant aller directement à. Bon, après, ça c'est mon point de vue, je vais arrêter de le dire parce que je le dis à chaque fois, mais c'est un péché parce qu'en fait, ça pourrait faire des super beaux combats. Et le problème, c'est qu'après, en gros, tu vas avoir tous ces mecs, on a dit là, qui vont combattre, et Crawford, il reste un peu en haut en disant oui, mais moi je suis le meilleur, donc je vais pas me mélanger à la. Et moi, je trouve que c'est une. C'est pas sportif comme. Enfin, c'est une mentalité de merde. Bon, après, il sait pourquoi il va contre Canelo. Voilà, mais bon. J'espère qu'il va se faire démonter contre Canelo juste pour ça. Moi j'aime trop Canelo, donc c'est sûr que j'aime qu'il gagne. Mais bon, on sait jamais avec la boxe. Hein. Bon. Est-ce qu'on est bon sur Je pense qu'on est bon. Ortiz, pour moi, reste un de vraiment mes favoris. J'espère que sa carrière... J'espère qu'il va réussir à devenir, on va dire, entre guillemets, une star reconnue, quoi. Ouais. Après, le problème, c'est encore une fois le charisme du mec. Tu vois, genre... Mais dans tous les cas, avec les victoires, ça viendra. À la fin du combat... Quand on lui a tendu le micro, j'ai trouvé que, en gros, il a dit ouais ça s'est allé. Enfin, je savais que j'étais le meilleur, je gagne, je suis pas trop surpris. Je me suis dit mec, tu peux dire, même si c'est vrai, tu peux être un voilà quoi. Ouais. Après bon, mais c'est un peu un geek, il est bizarre. Ouais, mais il en parlait lui-même qu'il était un peu. Mais ouais, sur Instagram, genre une semaine après son combat, il fait je vais lire un Harry Potter. Tu dis mais
Donc quoi, tous les lecteurs d'Harry Potter peuvent être dangereux. Voilà, c'est bizarre, tu dis les mecs ils sont... c'est des gros tueurs, mais dans la vie, ils sont... mais c'est comme un gars comme Golovkin que tu vois dans la vraie vie. Ouais, mais Golovkin dans la vraie vie, je sais pas si... Non, mais je pense qu'il est d'une simplicité où tu t'attends pas à ce que ce soit un tueur à gages comme ça. C'est vrai, mais je pense qu'il faut pas le faire chier. Bref, non, c'est sûr. Mais pas, Renaud, j'ai envie d'ouvrir quelque chose avec toi. J'ai envie de te parler de Shakur Stevenson. Ah là, ça va être dur. Hein. Alors, combat. J'aimerais juste faire une aparté. Ouais. Parce que, alors, pareil, parce que moi j'écoute beaucoup c'est boxing. J'aime beaucoup, d'accord. Et franchement, les mecs, je les trouve pertinents. Et là, on a un gros point de désaccord. C'est qu'ils ont dit que Shakur Stevenson, c'était vraiment une légende, qu'il était trop fort, alors que peut-être il n'arriverait pas à mettre de KO parce qu'il n'avait pas assez de force dans la main, etc. Alors je respecte cet avis-là, mais je pense que nous, donc toi et moi, on a un avis totalement différent. Et là je te laisse embrayer. Déjà nous c'est dur à imaginer parce que les deux on est des gros punchers. Non, je sais pas. Alors déjà il faut remettre dans le... On a déjà pas beaucoup parlé de Stevenson dans le podcast avant la carte, donc je vais pas répéter tout ce qu'on en a dit. Moi en tout cas j'étais déçu parce qu'ils l'ont monté comme une star et en fait au final il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà, en plus donc il devait affronter Schofield qui était un petit jeune déjà, pareil de 21-22 ans, gros puncher mais pas beaucoup d'expérience, donc déjà le combat était déjà pas équilibré à la base. Schofield apparemment alors, s'est fait empoisonner, je sais pas quoi, ou alors intoxication alimentaire, mais son père a dit qu'il s'est fait empoisonner, donc du coup il a déclaré forfait. Et ils ont trouvé un électricien d'Angleterre, Padler, pour le remplacer. Donc Padler, il y est allé, c'était pas Padler, hein. Ouais, Padley. Padley. Et donc du coup, Josh Padley. C'est quoi ça? Non, ça c'est normal. Après chaque combat, ils ont une période où ils n'ont pas une période pour être sûr. Ouais. Okay. Et donc du coup, Josh Padley, il est arrivé. Bon, on avait parlé lors de la... Bon mec, mais vraiment pas de niveau national anglais, qui avait créé une surprise je crois en battant Chamberlain. Voilà, un mec honnêtement, un mec comme Stevenson, si il est ce qu'il pense qu'il est, c'est fini au 4e. Aurait dû le finir en 3-4 rounds. Je vais prendre un exemple. Quand t'as un mec comme Golovkin, quand il change d'entraîneur après Canelo, il se bat contre un mec, je pensais avoir le nom en tête mais je l'ai plus. Bon, il le plie en 3-4 rounds. Un mec comme Lomachenko, quand il faut qu'il défende sa ceinture contre Anthony Crolla. Anthony Crolla, quand même, qui avait été champion du monde, c'est un mec qui était quand même beaucoup plus fort qu'un mec comme Padley. Mais on savait tous qu'il n'était pas dans la même catégorie en termes de talent de Lomachenko. Lomachenko le plie en 3 rounds. L'arbitre dit allez, on essaye pour le 4e. Et le 4e round, Crolla est par terre, KO, quoi. Même exemple. On parlait de Naoya Inoue. Ouais. Naoya Inoue, remplacement de dernière minute, il est contre Ye Jong Kim, 4e round, c'est fini. C'est ça. Et en plus, mais d'une facilité où... C'est ça. C'est déconcertant, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que Inoue a respecté le mec les 2-3 premiers rounds, juste, je pense, pour éviter une erreur, quoi. Ouais, c'est ça. Il s'est fait mettre KO contre Neri en premier et deuxième round. Ouais, il a voulu faire ça bien. On sentait qu'il s'est dit, j'ai 12 rounds, je vais pas lui sauter dessus, mais je pense qu'il aurait pu finir en un round ou deux. Et moi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais Shakur Stevenson, je l'ai ressenti stressé presque. Non, mais bien sûr. Mais franchement, c'est un truc de fou. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Du moment que les mecs, ils parlent trop et ils battent, ils ont quasiment aucun combat. Enfin, genre, par an, ils combattent juste une fois. Ils ont tellement de pression parce qu'en gros, à chaque combat, ils se chient dessus parce qu'ils se disent, si je perds, ma carrière est finie, quoi. Alors, donc, du coup, moi, le combat, ce que j'en ai pensé, Stevenson, je vais pas lui enlever les qualités qu'il a. Il est très explosif, il est super rapide. Quand il y va. Enfin, je veux dire, moi, je l'aime bien, je l'ai toujours bien aimé. C'est ce qu'on s'est dit en off en plus. C'est ça. Là, on n'est pas sur une critique de le mec est nul en mode. Non, c'est un pro et c'est une machine, mais. Pour moi, il régresse. Parce que, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, Stevenson, c'est comme un jeu de jambes quand même assez impressionnant et tout ça, il bougeait bien. Là, moi, le combat, j'ai halluciné. D'ailleurs, ça m'a fait marrer quand je regardais le combat. Parce qu'en gros, t'avais Stevenson avec une position, les jambes bien écartées, donc Stevenson est gaucher et Padley est droitier, du coup les deux pieds avant qui se rencontrent, donc du coup quand c'est cas-là, généralement il y en a un qui se décale pour mettre un coup, et là les deux en fait, ils boxaient vraiment sur une ligne, et ça m'a fait marrer parce que le mardi d'avant, je sais pas si t'étais là au club, j'avais sparé le petit jeune espagnol là. Et c'est vrai que les deux, on avait fait pareil. Genre moi je suis gaucher, lui était droitier. Et en fait,
en sparring, des fois tu penses pas. Tu poses le cerveau. Et tu poses le cerveau et en fait on restait toujours sur la même ligne, on essayait de se sauter dessus et notre coach, en plein milieu du round, elle a arrêté le combat en disant les mecs, faites un pas de côté, faites quelque chose quoi, parce que là, je veux dire, à part vous sauter dessus, vous êtes sur la même ligne, ça sert à rien quoi. Ouais. Vous allez juste vous prendre un gros voilà, c'est pas intéressant. Et donc du coup il avait dit ça et là on avait justement voilà quoi, on s'était. Tu mets en place après pour pouvoir décaler, pour pouvoir déplacer. Là, tout le combat, les mecs, pas un putain de pas de côté, le combat super chiant, le Stevenson qui attendait que le Padley se jette. Et ça, ça je trouve c'est une folie ça. Et super chiant, et c'est allé jusqu'au 9ème round. Ouais. Et honnêtement, le Padley, j'ai trouvé bon, il m'a diverti. En tout cas, il a touché Stevenson plusieurs fois. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça, à chaque fois que Stevenson disait allez, il faut que j'aille, il se faisait toucher juste assez pour flipper en fait. Parce que je pense que Stevenson, il n'a pas un grand menton. Je pense qu'il n'a pas une résistance de fou. Il doit flipper de se prendre un coup mal placé qui le mette par terre. Oui, puis je pense que, tu vois, donc on parlait de son jeu de jambes, de sa précision, ok. Sauf que c'est pas un mec qui t'impose son rythme et son style en fait. Tu vois, ça l'était, à un moment ça l'était. Oui, et là aujourd'hui il a régressé quoi. On parle d'un mec qui prend le combat à moins d'une semaine. C'est ça. On parle d'un mec dont son métier c'est pas la boxe. Électricien, le mec toute la semaine il bossait quoi. Mais premier degré, et en fait moi c'est là où je trouve ça fou et moi sans vouloir critiquer mais pareil ceux des RMC qui disaient Shakur Stevenson qui nous fait une masterclass encore machin qui monte qu'il est au-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte de l'écart entre un mec dont la vie est d'être payé pour boxer et d'un mec qui a, parce que Padley il a quel âge? Il a 29 ans, un gars il a pas fait sa vie sur la boxe, il était en 15-0, il avait 15 combats. 29 ans c'est considéré limite un peu vieux dans ces Exactement, catégories. Bien sûr, mais surtout quand en plus c'est pas ton métier. Parce que tu imagines tous les entraînements perdus, que là un mec comme Stevenson il doit être, enfin si c'est un gars qui respecte, il doit être 2 fois à la salle par jour. Il pense qu'à ça, il est payé pour ça. Et il est bien payé. Et il est bien payé. Je pense que Top Rank. Je crois qu'il non, je sais pas s'il est parti de Top Rank, mais je pense que. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'écoutent rien, les mecs. Parce qu'ils sont trop bien payés à rien foutre. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'apparemment, le Padley, là, je crois que. À la Chic, lui a filé une maison, enfin, lui a donné assez de sous pour une maison, pour sa retraite. Enfin, en gros, le mec est tranquille. Il lui a pas filé 15 millions, hein, mais je crois qu'il lui a acheté la maison de ses rêves, genre à 500 000 pounds, et il lui a dû lui filer, pareil, genre pas 1 million, mais presque. Donc pour un gars comme Padley, c'était comme un combat qui va changer sa vie, sa famille, tout, donc c'est cool. Et puis lui, attends, il vient sur le ring, il s'est pas plié au deuxième, et puis il est pas là à reculer. Mais non. Les gars, il y est allé. Ouais, il y est allé. Tu vois. Ah ouais. Parce qu'il a vraiment sa chance, quoi. Ouais. Franchement, sur un petit coup de chance, il peut se passer des dingueries. Hein. Il peut se passer des dingueries. Mais c'est vrai que Stevenson, tu dis, mais tu sais pas ce qui se passe, parce que moi j'ai trouvé vraiment qu'il a régressé. Et même, encore, il est super rapide, il arrivait à sauter 1-2 tac, et c'est tout. Ouais. Genre il a pas... Donc c'était vraiment à la fin, quand le Padley était fatigué, qui se permettait un peu... Mais tu te dis, mec, franchement... Non mais tu te dis, je te dis encore une fois, le mec, il a même pas eu une semaine pour se préparer. Ouais, c'est fou. Alors que lui, Stevenson, il a dû faire un camp d'entraînement, etc. Heureusement qu'au 9ème, tu le bats au cardio. C'est ça. Heureusement. Parce que franchement... Mais nous, on le sait. C'est comme si nous, demain, tu nous demandes d'aller face à des mecs d'élite A, tu vois. Je dirais à un moment donné, les mecs, s'ils s'entraînent au minimum une fois, voire 2 fois par jour, tu veux faire quoi? Physiologiquement parlant, tu peux rien faire. Non, c'est vrai que non, c'est ça. Et pour aller au 9ème... Alors, après, moi, il y a un truc intéressant aussi, parce que j'ai écouté, là, c'était une vidéo sur Nicolas Hott, c'est un préparateur physique de mec de MMA. Ok. C'est un Français. Et c'est lui qui coach maintenant Benoît Saint-Denis. Bon, je sais pas si ça te parle. Bref. Si, ouais, je connais un petit peu. Benoît Saint-Denis. De nom, quoi, de nom. Voilà, de nom. Et j'ai vu son combat contre Poirier, voilà. Voilà. Ouais. Et contre Poirier, c'était encore pas son préparateur physique et entraîneur. Donc tu vois, là, il a basculé. Et en fait, il disait, mais ne croyez pas que les mecs à haut niveau, après, ils continuent à s'entraîner autant. Et c'est ça, en fait, pour lui, qui était difficile. Et je pense que c'est ça que des mecs comme Shakur ou quoi, en fait, ils doivent passer 3 mois de prépa. C'est ça. Et le reste, il branle rien. Et encore, Stevenson, je trouve assez, on va dire, il devient pas gros entre les combats. Ouais. Il y en a plein qui ils deviennent gros. Genre les 3 mois de camp d'entraînement, les 2 premiers mois, en fait, c'est genre... C'est de la foutage. C'est ça. Ouais. Non, mais si tu veux, pour moi, tu peux pas... Enfin, alors là, voilà, Stevenson a gagné, ok, bravo. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement. Mais c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai hâte de voir contre des vrais mecs qui sont vraiment de ce niveau-là, dont c'est le métier,
Parce que là, pour moi, déjà, à partir du moment où on m'a dit il n'y a plus le mec qui doit combattre, on en ramène un autre à une semaine qui n'est pas préparé, c'est comme Bacolé, on en parlera après, mais pour moi, en fait, ouais, t'as gagné, c'est bien, mais c'est censé être normal. Voilà. Ah bah, non, là, ce qui aurait été normal, c'est Steve Benson qui le plie en 3-4 ans. Ouais, je suis d'accord. Déjà que ça aille jusqu'au 9ème et que Padley, honnêtement, fasse une bonne impression. Et en plus, un KO au niveau du corps, tu comprends. Ça aurait été, il faut quand même vraiment dominer l'adversaire sur des points bien particuliers pour mettre un vrai KO. Ouais, pour vraiment éteindre la lumière. Stevenson n'a pas fait ça. Non. Et pourtant, il a tous les outils en main. Parce que, pareil, on dit il n'a pas la puissance. Ouais, mais il a la précision. Je veux dire, il faut pas non plus... Ouais. Et puis, c'est son métier. C'est son métier. Et en plus, ça n'a rien à en parler, mais Stevenson, c'est quand même un mec... Là, il combat, blablabla, il est c'est à 135, donc il combat à 61 kilos. Stevenson, hors combat, je pense qu'il a 73-74 kilos. C'est un mec... costaud. Donc bon, et Padley, encore une fois, a été prévenu le mardi avant la carte. Ça veut dire que Padley, il n'a pas eu le temps de se préparer, de faire une sèche. Ça veut dire qu'il y avait un écart de poids entre les deux, je pense, facile entre 5 et 10 kilos. Pour Stevenson, à l'avantage de Stevenson. Donc du coup, pas d'excuses pour Stevenson. J'arrive pas à en trouver, j'ai pas envie d'en trouver non plus. Je pense que c'est aussi un peu, tu vois, le résumé de tout ce qu'on dit, c'est voilà, pour moi, Stevenson ne nous a rien montré. Non. On verra l'étape d'après. Bon, heureusement encore pour lui qu'il a gagné, parce que sinon on aurait vraiment vu que c'était entre guillemets une fraude, entre guillemets, tu vois. Voire pas entre guillemets. Ouais, mais écoute, à devoir la suite. Après, ils ont leur destin entre les mains, ces mecs, ils ont les sous, ils ont tout. S'ils n'arrivent pas à performer sur le ring, c'est parce qu'ils ont rien à foutre là, quoi. Mais c'était décevant. Voilà. Je pense que bon, sur ça, on est bon. Hein. C'est comme on dit, tu sais, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça, quoi. Ok. Non. Daniel Dubois, non. Daniel Dubois était pas là. Mais Parker monsieur Bacolé, ouais. Alors je sais pas si ça vaut le coup qu'on prenne trop de temps sur ce combat. Parker, très bon, parce que Parker, comme on a dit déjà en parlant de Zhang, c'est quand même un mec qui, depuis 2-3 combats, il a un peu une... Alors après, il est jeune. Je crois que tu m'avais dit 33 ans. Ouais, 33. Moi, tu vois, je pensais qu'il était plus vieux parce qu'il a depuis longtemps. Il a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Là, il est clairement sur une pente ascendante. Donc, typiquement, là, moi, il m'a beaucoup Parker, plu, tu vois, moi, quand j'ai vu que c'était Bacolé qui remplaçait Dubois, je me suis dit, oh là là, franchement, c'est pas un cadeau pour Parker. Parce que le mec, c'est un monstre. Bon, après, je sais pas à quel point Bacolé était prêt. Mais je m'attendais à un combat dur. Quand j'ai vu que Parker... Alors après, est-ce que le coup qu'il lui a mis, c'était un peu, on va dire, un lucky shot? Parce que c'est vrai que ça a touché Bacolé. Bacolé, ouais. Voilà, ouais. C'est Bacolé, hein. Ouais, Bacolé. Excuse-moi. Et du coup, j'ai été étonné de voir Parker le mettre KO si facilement. Mais après, Bacolé avait l'air d'être quand même pas trop prêt pour le combat. Il était buffle. Ouais, mais il est toujours buffle. Hein. Non, mais, il est toujours buffle. Oui, mais après, il y a le buffle d'affûtage et le buffle de pas affûtage. C'est ça. Non, mais moi, je l'ai vu, j'ai vu une vidéo de lui à l'aéroport quand il arrivait à 2 jours de l'échéance. Et le mec, il est en claquette, enfin, tu sais, il est en mode, il sourit, il rigole parce qu'il sait que il vient et je crois qu'il a pris 6 millions sur le combat. 6 millions ouais, j'y serais allé aussi. Ah bah... 6 millions, j'y serais allé. Moi aussi, Parker, casse-moi la bouche. Non, mais... 6 millions? Ouais. C'était que le Al-Chic, là, il change le game. Après, imagine-toi, tu perds ton main event à 3 jours même pas de... Ouais, mais 6 millions quand même. Ouais, c'est bien payé. Hein. Après, je pense que bon, on a été nombreux aussi à regarder la carte, hein. Donc je pense que... Après, je sais pas si le mec rentre dans cette... Est-ce qu'on a été nombreux à la payer? Je sais pas. Ça, c'est une autre question. À la regarder, ça c'est sûr. Parce que ça, on pourra en parler aussi, mais moi, j'ai vraiment essayé de payer la carte, mais c'est un cauchemar. Ah bah en fait, j'ai essayé de me connecter à la Freebox DAZN, il fallait prendre un abonnement 20 € par mois et en plus payer 30. Après RMC c'est pareil, j'ai fait allez. Bon, je vais pas dire ce que j'ai fait, c'est illégal, mais le souci c'est que on veut que les gens regardent de la boxe et en fait alors oui, la carte elle est bien. Ok, mais la personne qui s'y connaît pas trop, elle paiera jamais ce prix-là pour regarder de la boxe. Moi j'ai pas. Je crois que c'est DAZN, c'est 20 € par mois ou c'est 30 € par mois? Ouais, je crois que c'est 20 €. Bah après, ça dépend parce qu'il y a des passes et tout. Mais après, ils disent oui, mais vous pouvez regarder tous les sports. Moi je dis, moi je regarde pas tous les sports. Non. Moi je passe pas ma vie devant la télé à regarder baseball, tennis, foot, Formule 1.
J'ai envie de regarder. Moi, la carte. T'as envie de regarder la carte à ce moment-là. C'est ça. La carte, il l'aurait foutu à 50 €, j'aurais acheté. Ouais. Je l'aurais acheté parce que je me dis, ok, c'est une somme, mais parce que c'était vraiment une belle carte. Et là, en gros, ils me disent, il faut payer 20 € par mois, et en gros, tu t'engages pendant 1 an. Donc tu fais 20, ça fait quoi? Ça fait plus de 200 balles. 240. Et après, il faut repayer 30 € pour la carte. Non, je dis, attends, c'est le prix de winning. Ouais. Enfin, des beaux gants, quoi. Ouais. Bah, moi, désolé, non, je paye pas ça, quoi. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que. Enfin, bon, c'est la petite parenthèse. Mais la petite parenthèse. Au final, ils font des cartes de fou, mais pour qu'il n'y ait pas grand monde qui, au final, paye pour les regarder. Bah, j'espère, parce que, quand même, aux USA, je crois que la carte était pas chère. Parce qu'aux USA, c'est les spécialistes, ils mettent justement le pay-per-view. Des fois, ça va jusqu'à 80 €. Ouais. Je crois que le Gervonta Davis, la carte de Gervonta Davis, c'était 80 $. Spoiler alerte, ne payez pas 80 pour la Gervonta Davis du coup. Spoiler alerte, ouais. Mais du coup, c'est genre qui à 80? Tu sais, genre, moi, si j'ai 80 € à dépenser pour un samedi soir, je vais au resto, tu sais. Je vais au resto avec ma copine, on se passe une bonne soirée. C'est ça, exactement. On se fait menu entrée. Enfin, un menu avec entrée plat, voilà, entrée plat dessert. Je regarde pas, non, je suis désolé. Ah, je suis d'accord. Donc du coup, 50 € pour une carte comme ça, j'aurais payé. Et donc du coup, il faut vraiment qu'ils changent leur truc. En France, on n'a pas le pay-per-view. Non. RMC, c'est un abonnement aussi, je crois. Ouais, mais RMC, il était pas sur RMC. Il était pas sur RMC. Non, c'était que sur DAZN et il fallait payer le pay-per-view. Okay, RMC, ils ont eu Gervonta Davis par contre, ça c'était cool. Parce que du coup, en fait, RMC, c'est vrai que là par contre, c'est vraiment une chaîne où je trouve que Sport Combat qui est bien. Mais après, DAZN, il y a un combat entre guillemets vraiment intéressant par c'est ça. tous les 3-4 mois. Bah, c'est ça. Moi, j'étais abonné à DAZN à l'époque, c'était 2 € par mois. Moi aussi, j'ai connu la période. C'est ça. Après, c'est passé à 9, c'est passé, et après, c'est parti en sucette complète. Et c'est vrai que le gros avantage des cartes qui sont en Arabie Saoudite, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire. Non. Presque pas. Ouais, ça c'est alors que payer pour se relever à 6h du mat. Ouais, ça pique un peu. Et puis si la carte est assez courte, tu te réveilles et en fait elle est finie depuis. Voilà, c'est non. Mais souvent c'est les combats qu'ils ont RMC, donc du coup faut se lever. C'est ça. Moi je me lève quand c'est un mec que j'aime bien. Je suis d'accord. Mais bon, c'était tout aparté. Ouais. Mettez un pay-per-view à 50 € sans abonnement, on paye avec plaisir. Ouais. Mais je me prends pas un abonnement de 1 an à DAZN pour ça. Ouais, c'est clair. Et puis il faut que ce soit simple. Voilà. Bref. DAZN, je suis allé. Ouais, non, c'est pas non, simple. Mais c'est compliqué. Bref, tout ça pour dire que voilà, moi Joseph Parker, forcément, j'ai trouvé bien parce que le mec était il était en forme, bien entraîné, hâte de voir la suite. Et Parker, c'est un mec qui a du charisme, c'est vraiment le boxeur qui peut. C'est le boxeur. Après, voilà, c'est vraiment. Et puis il est plaisant à voir. Ouais, je suis d'accord. Il a un bon style, il met des bons coups, franchement. Et Bacolé, j'espère qu'il a acheté une jolie maison, qu'il est bien. Bacolé, je pense qu'il va revenir, parce que le mec, bien c'est sûr. un monstre. Mais bien sûr. Ouais, je pense que j'espère. C'est ce qu'on disait. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Emery. Là, tu rajoutes une défaite pour ce que tu as eu à gagner. Déjà, tu as eu les cojones de monter sur le ring et de dire je vais me faire un peu malmener et casser un peu la bouche. Franchement, bravo. Moi je suis content. Et puis ça sauvait quand même la carte, tu vois, mine de rien, parce que. Franchement. Dubois contre Parker, c'était un bon combat. C'est vrai que... alors c'est dommage que Dubois ait pas pu y être. Puis en plus, avec un Stevenson juste avant, aussi ça avait sauté. Je pense que c'est pour ça. Et c'est vrai que Stevenson, je dois avouer, ça a eu un peu l'effet qu'on avait dit dans le podcast de pré-combat. C'est que la carte était super. Et puis le combat de Stevenson, c'est un peu. En fait, pour moi, il aurait fallu carrément Ortiz Madrimov à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Je pense que Stevenson, ils auraient limite dû le mettre en deuxième, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et après, on va vraiment. Après, on va pas se faire des copains, mais encore une fois, rappelons que nous ne parlons pas du niveau de la personne. Non, mais il faut quand même se dire aussi, Stevenson, il se fait ouer, par ses propres fans, parce que les mecs, ils veulent le voir. Le mec, à chaque fois, il se vend comme une légende, et quand les mecs payent, ils vont pour le voir. C'est chiant. Il y a un moment, t'as plus envie après. C'est ça. Bref. Mais bon, en tout cas, Parker, je suis pressé de voir son prochain combat. J'espère contre Usyk, même si ça c'est juste, j'ai aucun. Apparemment, ils en parlent pas du tout. Bacolé, on espère qu'il s'est bien remis de son KO, qu'il va dépenser ses sous. Et qu'il va revenir en pleine forme. Parce que franchement, un Bacolé Parker avec un Bacolé prêt. Ouais, ça peut être très très intéressant. Je sais pas trop. Mais c'est l'avantage des poids lourds, c'est que c'est vrai que. Il y a plusieurs mecs là qui sont intéressants en ce moment et j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. Mais la boxe, en ce moment, franchement, c'est on est bien. Période, ouais. Là, on est pas mal. On passe sur The Combat. Alors, est-ce que justement tu veux le faire dans ce podcast là ou est-ce qu'on se fait carrément un petit
On peut couper, ouais. Ouais, on coupe. On coupe et on fait ça. On vous en fait un vraiment pour Better Behavior. On vous aura un peu mis l'eau à la bouche avec, celui-là. Carrément. Allez. Et ben en espérant que ça vous a plu. Ça marche. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur YouTube. On va aussi être sur Twitter. Et surtout, vous trompez pas. Ouais. Nous, c'est Dans les cordes podcast. Alors parce qu'on a eu une petite surprise. Apparemment, il y a un autre podcast Dans les cordes qui est apparu 2 semaines après le nôtre. Donc on sait pas si c'est un accident ou pas. On s'en fiche, en attendant, nous on fait notre taf. On espère qu'eux aussi auront des viewers. Voilà, mais c'est ça. Nous, on va continuer. On espère que, on verra. D'ailleurs, on n'est pas contre une collaboration. Voilà, exactement. Mais on est ouvert à toute proposition. On le prend pas mal du tout. Les coïncidences, ça arrive. Et en espérant que nous, ce qu'on fait, ça vous plaît. Voilà. Et de tous les cas, on continuera à poster, parce que nous, en tout cas, ça nous fait bien kiffer. Grave. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao. Allez, à plus.